L'ego. On en parle tous, mais est-ce qu'on sait véritablement ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il existe? À quoi est-ce qu'il sert concrètement? Comment s'en défaire au quotidien pour qu'il ne nous pourrisse plus la vie? On a parlé avec mon invité du jour, Maud Ankawa, de ce sujet épineux. Maud Ankawa, vous la connaissez certainement parce que vous êtes très nombreux, des millions à avoir lu son livre Kilomètre Zéro. Cette ancienne businesswoman à la tête d'une start-up tech, elle a tout quitté pour vivre au Népal, entourée de moines, afin d'apprendre à se connaître concrètement, véritablement se connaître de l'intérieur. C'est ce dont elle parle dans son livre Kilomètre Zéro, également dans son livre Respire, et puis nouvellement dans son ouvrage qui sortira bientôt, qui s'appelle Les questions que tout le monde me pose. Elle va donc répondre aux questions que l'on se pose tous au quotidien, qui sont un peu toutes les mêmes, comme cette fameuse question de l'ego. C'est précisément ce dont on a parlé dans cet épisode du jour. J'espère de tout cœur que cet épisode un peu plus développement personnel vous plaira. Je sais que c'est un peu inhabituel, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que comme Maud est une personnalité qui a vécu une vie très business et qui en est revenue, j'avais vraiment envie de lui donner la parole. Je suis sûre que ça parlera à de nombreux et de nombreuses d'entre vous. Donc mettez-moi ça en commentaire, dites-moi si ce type d'épisode un petit peu plus développement personnel vous intéresse et si ça peut vous aider aussi dans votre propre cheminement. Merci beaucoup, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Maud Ankawa. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre de côté charges ou salaire, et surtout une vision claire, en temps réel, de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Ma chère Maud, tu sais que cet épisode est très attendu parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, qui m'ont dit que ton livre Kilomètre Zéro les avait totalement transformés, mais vraiment. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, qui sont des personnes ambitieuses, qui je pense un peu comme toi, sont des personnes qui ont été au bout d'un chemin professionnel en se disant je donne, qui ont énormément travaillé, qui ont cette capacité d'ailleurs de travail très forte, et qui donc je pense se sont reconnus dans ton histoire et ton parcours parce qu'en fait ils sentent bien que c'est pas possible à un moment donné et qu'il faut y mettre des limites et que justement c'est comme ça qu'on grandit. Donc j'ai très envie de parler de ton parcours et de ton histoire parce que c'était très attendu, mais avant ça, si ça te va, j'aimerais bien commencer en fait par ce nouveau livre alors que je n'ai pas lu, pas encore, je ne l'ai pas reçu pour tout te dire, mais du coup j'ai hâte que tu m'en parles, ces questions que tout le monde se pose et qui, si je me trompe pas, est présenté comme une boussole, c'est ça, pour naviguer dans un monde saturé d'informations. Oui, l'idée de ce livre est venue en fait des auditeurs et des lecteurs. Je dis des auditeurs parce que ce sont les auditeurs du podcast, ces questions que tout le monde se pose, que j'anime tous les 15 jours, et des lecteurs qui avaient envie d'avoir un livre un peu synthèse de tous les enseignements que j'avais partagés dans mes romans, mais aussi les clés que je partageais dans ce podcast. Et quand à récurrence les gens me demandaient d'écrire un livre autour de ça, je me suis dit, bon, alors déjà moi je me sens pas écrivain déjà depuis le début, et puis Ouais. Venant d'un autre monde, et malgré 3 romans qui ont bien fonctionné, je me disais quand même un guide. Et puis l'idée a mûri sur plusieurs semaines, même plusieurs mois, et puis les demandes étaient sans cesse récurrentes, que je m'y suis mise. Et je suis très heureuse parce que finalement c'est un temps de pause avec les lecteurs, un temps de pause où voilà, on a appris pas mal de choses, on a compris pas mal de choses, on a pratiqué aussi, on s'est mis en expérience de tous ces enseignements, des romans à travers les protagonistes, et puis du podcast dont le sujet c'est que les lecteurs me posent des questions, Ouais. parce qu'ils se posent ces questions-là.
Et en fait, tout le monde se pose finalement un peu les mêmes questions. On a tous les mêmes problématiques de syndrome de l'imposteur, de pas savoir dire non, de laisser notre ego nous rattraper, d'avoir parfois un manque d'estime de soi, parfois trop. Enfin, toutes ces questions qui finalement, à certains moments de notre vie, nous préoccupent. Et donc, j'ai travaillé sur ce livre vraiment avec un alignement dans le cœur. J'ai été très touchée par ça, et je suis très heureuse qu'il sorte bientôt. Bah écoute, moi j'ai hâte de le lire. Il me semble donc, alors je vais peut-être te poser des questions à côté puisque comme t'as compris, je ne l'ai pas lu. Mais donc si je me trompe pas, tu parles en tout cas de ce que j'ai lu dans le dossier de presse de boussole, donc pour naviguer dans un monde saturé. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui pour toi brouille le plus nos boussoles intérieures aujourd'hui. En fait, c'est comme une boussole parce que finalement les questions que l'on se pose, c'est des questions qu'on n'a pas forcément dans des interviews, qu'on n'a pas forcément dans des conférences, qu'on n'a pas forcément dans tout ce qu'on lit au quotidien, dans tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Donc c'était une boussole parce que ça répond à des questions auxquelles même dans nos études on nous apprend pas ces choses-là. Et c'est vrai que de poser des clés concrètes, des clés faciles, ça permet de voir les choses autrement, de comprendre, par exemple, qu'est-ce que les émotions ont à nous dire. Bon, on sait qu'on est triste, on sait qu'on a peur, on sait qu'on est en colère, mais on appelle ça souvent des émotions négatives. Alors surtout dans le travail où vraiment non mais il faut pas avoir peur, non mais ça vient se passer. Ah bon, t'es en colère, bah oui, t'as vu le collègue machin, il est toujours en retard, ça me met en colère. Oh, faut pas se mettre en colère, etc. On a le droit à rien finalement. Or, une émotion, par exemple, c'est chaque émotion plutôt a un message très particulier à nous dire. Par exemple, la colère, c'est qu'il est en train de se jouer quelque chose d'injuste pour nous. Et une fois que tu sais ça, tu peux poser les choses, tu peux poser les actions justes. Tu peux commencer par respirer. C'est une clé concrète. Je me pose, je suis en colère. Il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé pour moi. T'essayes de te comprendre, en fait, de comprendre pourquoi t'es en colère. Oui, et puis de pas rejeter cette émotion là où on nous dit effectivement il faut rejeter cette émotion. Ça se fait pas. Toi t'es une femme, tu dois pas te mettre en colère. Lui c'est un homme qui a peur. Vraiment, c'est pas un homme s'il a peur. Toutes ces injonctions qu'on a entendues et finalement on ne sait pas quoi faire avec. Or l'émotion, elle nous traverse chaque seconde. Et la joie c'est notre état de base. Donc quand on n'est pas en joie, c'est qu'on est traversé par une émotion. Parfois inconfortable, mais c'est qu'il y a un message derrière. Et en fait, tout le livre est construit avec, très bien, une fois que j'ai respiré, qu'est-ce que je fais? Je peux poser l'action juste, peut-être d'aller voir mon collègue, peut-être d'aller comprendre pourquoi je me mets peut-être un peu trop vite en colère. Enfin, X choses qui font que on peut poser des actions justes. Et ça change tout, parce qu'en quelques secondes, on peut finalement revenir à nous et revenir dans cet état de base qui est la joie. Toi-même, tu as dû beaucoup travailler sur toi-même pour arriver à cet état de conscience, tu vois, dans lequel maintenant tu as la capacité à identifier une émotion. Ça a été quoi ton cheminement à toi pour réussir en fait à appliquer ses propres méthodes? Alors oui, c'est tout un cheminement, mais j'allais dire on en est toujours qu'au début. Et c'est pas grave, parce que le millimètre de gagné, il est gagné pour toujours. Donc moi aussi, j'ai à nouveau des réactions qui sont pas celles qui me permettent d'être alignée. Tu continues à être humaine, donc être en colère pour un rien. Je vais même te mettre à l'aise 99,9% du temps. Et le 0,001% du temps où je vois les choses, où mon ego n'a pas repris la télécommande pour me faire croire un tas de choses, à ce moment-là, je peux revenir un peu plus vite à moi. La différence qu'il y a avec peut-être la mode d'avant, c'est que je me rends compte un tout petit peu plus tôt. Et quand tu es en colère, un automobiliste coupe la route, t'es en colère, il se fout de moi, et comment conduisent les Parisiens, alors je suis parisienne, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire, et ceci et cela, eh bien tu vas ruminer, plutôt que de dire, oh, j'ai freiné, j'ai eu peur. Et je passe à autre chose. Et puis l'automobiliste, de toute façon, est déjà parti bien loin. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Notre système de défense nous explique, de toute façon, les gens ne savent pas conduire, et puis tu arrives à ton déjeuner énervé parce que tu as eu cet incident, et puis tu retrouves un ami, une amie, un collègue, ce que tu veux. Tu sais pas ce qui m'arrive, j'étais au rond-point des Champs-Élysées. Donc tu continues le discours, quoi. Et tu continues. Et puis même 6 mois après, il y en a un qui dit « Oh, j'ai failli avoir un accident. Oh, bah attends que je te raconte, moi, quand j'étais au rond-point des Champs-Élysées, etc. etc. » Donc finalement, on entretient ça. Pourquoi? Parce que notre système de défense, nos habitudes,
font qu'on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas... Donc il faut tout de suite trouver un coupable, quelque chose à expliquer alors qu'on a juste eu peur. Merci ma peur, j'ai freiné, je repars sur autre chose, je reviens à mon dépôt de base. C'est ça, en fait, ce que je comprenais pas bien là, dans ce que tu disais, mais j'ai l'impression que maintenant je l'entreaperçois, c'est que la raison pour laquelle on a ces espèces de discours automatiques qui, comme tu le dis très justement, peuvent durer en plus 6 mois. Enfin, c'est vrai que cet exemple il est parlant. Exactement. C'est parce qu'en fait, on veut se justifier parce que à cause des injonctions sociales, c'est ça pour que je comprenne bien ? Exactement, on se justifie comme si, eh bien, on avait un peu honte d'avoir ces émotions. J'ai eu peur, non, moi je suis forte, j'ai pas peur, parce qu'on associe souvent les émotions à de la faiblesse. Simplement parce qu'on nous apprend pas avec les émotions. Mais c'est vrai pour un tas de choses. Donc on réplique, et on vit mal. Comme si j'avais pas le droit d'avoir peur. Heureusement que j'ai peur. Parce que si j'avais pas peur, je pourrais pas freiner. Oui, bien sûr. Bah, la peur est salutaire. Une fois qu'on sait ça, c'est sûr que, eh bien, on va arriver au déjeuner, on va être encore un peu énervé, mais le dîner, ça, on l'aura oublié. Et le temps qu'on va gagner à revenir à nous, change tout. Alors évidemment, là, je parle de 99,9% d'événements de la vie, pas des 0,1 ou des 1% de la vie où c'est extrêmement grave. Une émotion, normalement, dure 7 secondes, mais pas dans ces 1%-là. Ah, une émotion dure 7 secondes. Oui, parce que si, par exemple, je reprends cette émotion, hop, j'ai eu peur, je freine, je souffle un bon coup, merci ma peur, et ça s'arrête là. En fait, tu peux, si jamais tu la gères bien, ce que tu dis pour que je comprenne, c'est elle devrait durer, entre guillemets, 7 secondes. Sauf dans les 1% des cas où là on parle de choses très graves, et là évidemment je ne vais pas rentrer dans ce schéma, hein. Tu perds quelqu'un de cher, tu as une maladie grave, enfin, on reste vraiment dans les cas des 99% de notre vie qui nous pourrissent la vie, mais qui nous préoccupent, qui nous prennent énormément d'énergie, alors que je souffle. Et ça ne veut pas dire que je laisse tout passer. Ça veut dire parfois qu'il faut que je pose des actions, que j'aille voir les gens. Mais souvent, par exemple, le collègue qui arrive toujours en retard, de toute façon, t'es d'accord, ça ne se fait pas d'arriver en retard. Donc, le collègue, il a faux, c'est lui qui est en faute. Alors que simplement, on n'ose peut-être pas s'avouer qu'on a du mal à aller lui parler. Je viens de prendre une nouvelle réunion, j'aime pas être dérangée parce que ça me perturbe quand je discute. À partir du moment où j'ai quelqu'un qui arrive par exemple en retard, eh bien je peux ressentir cette émotion, ça me déstabilise. Je peux expliquer que finalement c'est un problème de voilà, je viens de prendre une nouvelle mission qui est de prendre cette réunion du lundi matin. Toi, tu arrives toujours en retard et moi, ça me perturbe parce que je suis pas encore à l'aise avec mes réunions. On dirait les choses simplement. Le collègue peut-être en silence, etc. Mais on ne sait pas forcément faire. Donc, on va chercher un coupable et on est d'égo à égo. Alors, je te pose du coup la question, est-ce que c'est de l'ego ? C'est drôle, je te pose la question parce que j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps avec mon mari et on avait un peu un débat sur c'est quoi l'ego. Donc vaste sujet, on pourrait faire 3 heures de podcast dessus. Et moi j'avais justement le sentiment que dans ce genre de cas, le fait de se protéger en fait, le fait de pas assumer quelque chose et donc de ne pas être dans une forme de vérité parce que on va se chercher des excuses, etc. En fait, c'est une forme d'ego. Est-ce que c'est bien le cas et est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Bien sûr, c'est bien le cas, mais j'allais dire l'ego a 1000, 2000, 10 000 visages. D'accord. Souvent on se dit celui qui parle fort, il a un ego démesuré. Oui, c'est ça, on se dit que c'est ça basiquement. Basiquement. C'est un visage de l'ego. Mais celui ou celle qui se victimise tout le temps, qui parle pas fort, etc., c'est une forme de l'ego aussi. C'est quoi l'ego ? C'est notre système de défense qui nous fait croire que le monde extérieur est dangereux, que je dois être en attaque ou en défense. Un tel a acheté une voiture, je suis jalouse. Ah, le monde extérieur est moins bien ou mieux que moi. Donc c'est normal que je sois jalouse. En fait, c'est que tu te positionnes par rapport au monde extérieur. Il y a toujours cette forme où l'autre est au-dessus, l'autre est en dessous. L'ego, il nous amène dans le passé ou dans le futur, jamais dans le présent. Il a 1000 visages, en fait. Hein, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans ces questions que tout le monde se pose. C'est une des questions aussi très importantes. Alors qu'il y a 2 possibilités, et tout vient de ces 2 portes, on va dire. La porte de l'ego, et la porte de ce que j'appelle l'amour avec un grand A. C'est pas l'amour amoureux, c'est je suis en lien avec l'autre. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense vient d'une de ces 2 portes-là. À chaque fois que je suis en réaction, en attaque, en défense,
c'est que je suis rentrée dans la porte de l'ego sans m'en rendre compte. C'est mon système de défense qui m'a ramené là. Le monde est dangereux, donc tu as raison d'avoir peur, il faut te protéger. Il faut aboyer. Finalement, l'ego, c'est un peu notre réflexe animal qui a pris une forme rationnelle, on va dire. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'elle est rationnelle, mais ça n'est qu'un système de défense de ce que tu dis. Et exactement. Alors qu'on voit bien, dès qu'on est en lien avec les autres, dès qu'on est en sentiment de lien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est beaucoup plus tolérant, on comprend le comportement de l'autre. Alors, encore une fois, on parle de 99% des cas. Restons dans ce quotidien qui nous finalement nous paralyse. Tu vois, un collègue arriverait au bureau, ah, j'aime pas du tout ton pull bleu marine. C'est agressif. Ouais. Moi, j'allais bien, tu comprends, moi j'allais bien, j'étais bien, et puis lui il arrive de nulle part avec son café à la main, il dit, ah, j'aime pas du tout, ça te va pas du tout ce pull bleu marine ou ce t-shirt gris. Évidemment, on se sent un peu agressé, mais finalement, en quoi c'est un problème? On peut tout à fait se dire, il a le droit d'aimer, ne pas aimer mon t-shirt, ou ma voiture, quoi. Le problème de l'ego, c'est qu'il associe tout à lui. Tes enfants, ça t'appartient. Ton mari t'appartient. Ta voiture t'appartient. Et si t'aimes pas ma voiture, tu m'aimes pas moi. Si t'aimes pas mon livre, tu m'aimes pas moi. C'est faux. De la même façon que quand on te dit, moi je vois des lecteurs me dire, oh, je t'adore, Maud, j'adore tout ce que tu fais, etc. Je leur dis, non, vous adorez mes livres. Vous avez adoré mon livre, mais moi vous me connaissez pas encore. Quand vous allez me connaître, peut-être que vous m'adorerez. Mais pour l'instant, vous me connaissez pas. Et en fait, c'est sans cesse de voir comme l'ego s'approprie tout, et donc, évidemment, ils sont attaqués dès que on attaque quelque chose qu'il est en train de faire, de dire, de penser ou d'avoir. Hyper intéressant. L'amour, c'est vraiment dans l'être. On est en lien avec l'autre et on se rend compte que finalement, eh bien, il n'y a pas vraiment de différence entre l'autre et moi. Si je t'attaque, de fait, moi, je me fais du mal. J'ai des émotions qui montent, plutôt que de revenir à moi, de me dire, attends, là, ok, j'ai eu peur, par exemple, ou ok, je suis en colère contre mon collègue qui arrive en retard, et moi, ça me met un peu ça me déstabilise un peu. Mais si je suis honnête, je peux tout à fait aller lui dire, écoute, dans quelques temps, je serai très à l'aise dans ma réunion, mais là, je viens juste de la prendre et je suis pas à l'aise à parler devant tout le monde, donc si je pouvais arriver à l'heure ou vraiment pas faire de bruit quand tu t'installes, bah, c'est être honnête, c'est être en lien avec l'autre, c'est aussi comprendre peut-être le fonctionnement de l'autre. Et très souvent, en face, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, mais je suis désolée, je voulais pas te perturber. Tu sais, je fais ma blague du matin comme tous les lundis, mais ok, j'arriverai et je serai tranquille, par exemple. Donc, simplement en étant soi-même, en enlevant ses costumes. Moi, pendant des années, j'ai porté les costumes de il faut être la fille parfaite, la sœur parfaite, la femme parfaite, la collègue parfaite, la dirigeante parfaite. Et en fait, à force de mettre des costumes, on sait plus vraiment qui on est. Et c'est ça, supprimer un peu toutes ces couches d'ego, il faut même être parfaite, c'est aussi une forme d'ego, parce qu'on peut pas être parfaite et on peut être que authentique. Donc il y a plein de choses que je sais pas faire, mais ça on m'a dit dans les grandes écoles, non mais ça il faut pas le dire, hein, tu sais tout faire, tu montres que, etc., etc. Tu te vends. Comment? Tu te vends. Exactement, tu te vends, et en fait, bah, t'arrives dans ce nouveau travail, alors qu'il y a un poste un peu à responsabilité où très vite tu l'as, et puis il faut surtout te cacher tout le temps de tout ce que tu sais pas faire, de tout ce que tu peux ressentir, et c'est ce qui crée finalement ces problèmes à 35, 40 ans de tous ces jeunes. Moi, je suis moins jeune maintenant, mais de tous ces jeunes maintenant, et ces femmes comme ces hommes, qui finalement se retrouvent pas parce qu'ils n'ont pas appris à être juste eux-mêmes et à dire je ne sais pas. Et c'est beaucoup plus simple de dire je ne sais pas et d'apprendre à le faire au travail comme dans notre quotidien que de dire oui, je sais, et puis de galérer, d'avoir ces angoisses toute la nuit parce que on sait pas comment on va pouvoir rendre ce dossier correctement, etc., etc. Donc, oui, mais tu vois, c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, ça me rappelle un peu l'école, parce que je me rappelle très bien qu'à l'école, finalement, on levait rarement la main pour poser des questions. On levait la main en réalité pour dire quand on avait la réponse. Et d'ailleurs, c'était assez, on dit frowned upon aux États-Unis, je cherche le mot en français, mais c'était mal vu. Voilà, c'était mal vu en fait de ne pas savoir, et c'était un peu la honte, etc. Et je pense qu'on a un système. Ça évite, ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, à l'école, si tu remontes dans les petites classes, on te disait t'as fait 3 fautes à ta dictée. On te disait pas t'as fait 247 bons mots. Ouais. Bravo.
Non, est arrivé à la maison, ah, j'ai fait 3 fautes à ma dictée. Ah bon, 3 fautes, bon, alors qu'est-ce que t'as pas compris? Alors oui, on pouvait progresser, mais il y avait toujours aussi cette forme de comparaison. Et un tel, il avait fait combien de fautes? Hmm. Ou souvent, même soi-même, on se le disait, j'ai fait 3 fautes, mais tu sais, le premier de la classe, lui, il en a fait 2. Donc j'ai plutôt pas mal. Toujours dans cette comparaison, finalement, où on n'existe pas en tant que tel et on ne valorise pas ce qu'on a bien fait, mais plutôt ce qu'on a mal fait. Comment est-ce qu'on fait, Maud, c'est une question horrible que je te pose, je te préviens, comment est-ce qu'on fait pour essayer, non pas de se débarrasser de l'ego, parce que j'imagine que c'est impossible, mais au moins d'avoir cet état un peu plus conscient où on se rend compte quand on se fait embarquer par l'ego, j'imagine que ça prend des années, là, mais est-ce que tu as quand même quelques conseils concrets pour les Ah personnes qui oui. nous écoutent, qui se disent non mais je suis exactement comme Maud me décrit là, je sens en fait que, tu vois, je peux avoir ces complexes, et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, tu as raison de dire on ne s'en débarrasse pas. Il n'est pas question d'ailleurs de tuer qui que ce soit. Moi, je l'appelle un peu mon caniche. J'adore les caniches, hein, j'adore tous les chiens d'ailleurs. Je l'appelle un peu mon caniche. Un caniche, c'est un chien qui aboie énormément et qui est tout le temps en train d'aboyer. Et à force d'aboyer, ben, on n'entend plus que ses aboiements, on n'entend même pas ce qui se passe derrière, comme notre rationalité, notre intuition, enfin plein de choses. Là, on n'entend plus rien, on n'entend que le caniche qui aboie, t'es pas à la hauteur, tu vas pas y arriver, etc., etc. Et il ne fait qu'aboyer. Donc, le vrai sujet de notre ego, c'est de l'éduquer pour qu'il reste le plus souvent à la niche et qu'on puisse le tenir en laisse pour qu'il ne prenne pas toute la place en fait. Alors comment on fait? Eh bien on se rend compte que finalement il a un certain nombre de visages qui reviennent souvent, comme justement toutes ces injonctions, tu vas pas y arriver, t'es pas à la hauteur, il nous ramène dans oui mais et si dans ton business les choses commençaient à baisser, et si plus tard il arrivait. Donc tout ça est faux, est une illusion. Et ça, on peut l'observer. Donc déjà d'observer que rien n'est réel, hein, le si plus tard, bah oui, mais enfin pour l'instant ça va bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Quand par exemple j'ai commencé à écrire Kilomètre Zéro, moi je viens du monde des sciences et des mathématiques, je viens vraiment du monde d'Excel et quand j'ai commencé à écrire, j'ai d'ailleurs commencé sur Excel, hein, à écrire un livre, donc c'est T'écrivais copier-coller. ton livre sur Excel. Ouais, j'ai C'est commencé. incroyable cette histoire. Et réellement, je me suis vite rendu compte que copier-coller cellules, ça fonctionnait pas du tout. Donc je me suis mis sur Word. Mais tout ça pour dire que je venais d'un monde très très loin. Et là, j'ai mon système de défense, mon caniche qui dit oui, bah écrire un livre, bah eh bien et voyons, toi t'es une mathématicienne, tu viens de la finance, etc. Qu'est-ce que tu vas écrire un livre, tu y arriveras jamais, etc. Et à ce moment-là, quand j'essaye quand même, il me renvoie tous mes souvenirs. Alors j'avais 12-13 de moyenne en français, ce qui n'était pas une moyenne extraordinaire. Et je me rappelle d'une prof qui me dit ah ben c'est bien en littérature, enfin c'est pas en littérature que vous allez réussir, Maud. Hein, donc et tout ça remonte. Alors que je l'avais Mais en oublié. fait, je me permets de t'interrompre. En fait, ce qui est horrible, et je vais te laisser élaborer là-dessus, c'est premièrement, il est intelligent, ce caniche. Donc en fait, il te sort tous les pires trucs. Et Exactement. d'autre part, et donc il paraît très intelligent, et d'autre part, en fait, il ne va que dans des biais de confirmation. C'est-à-dire que là, il va te sortir tous les souvenirs, il filtre tous les souvenirs qui sont les souvenirs qui vont aller dans le sens de ce qu'il a envie de te Donc dire. on va pas y arriver. Comment on fait dans ces cas-là, pour répondre à ta question concrètement, c'est que déjà, il faut juste identifier qu'il a toujours le même discours. Il est toujours en train de nous décourager. Il est toujours en train de nous dire, dès qu'on va vers l'inconnu, c'est non. Parce qu'il a peur, il veut se protéger. Exactement. Et donc te faire croire qu'il va te protéger. Non, 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 tu veux te lancer dans un... Oh là là, non, reste là où tu es. Tu sais, il y en a beaucoup qui se sont lancés, qui arrivent à rien. D'ailleurs, tu veux que je te sorte les chiffres des gens qui percent dans la littérature. Il faut vraiment le faire taire. Ok, ok, j'ai compris. Merci d'essayer de me protéger. Toi, au fond de toi, tu sais qu'il essaie pas de te protéger, mais de te garder dans un endroit bien chaud. Merci pour ça. Tu peux aller te coucher. Et de continuer. Mais ça va être sans cesse, sans cesse. Donc déjà, la première chose, c'est d'identifier comment il réagit. Et on a tous les mêmes schémas de réaction. Une fois qu'on a identifié ça, c'est vraiment, moi je les ai listés, j'ai fait toute une liste, d'ailleurs j'en parle dans ces questions que tout le monde se pose, mais aussi dans mon livre Kilomètre Zéro. Une fois que tu as identifié ça, eh bien déjà tu peux à chaque fois que t'es pas bien, avec une émotion qui fait oh je me sens triste ou il y a un truc, à partir du moment où il n'y a pas un gros événement évidemment, hein, pas les 1%, mais tu peux dire que là si t'es emmené vers une colère, vers une tristesse, vers quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer dans ce qu'il te raconte. Et donc, tu peux avoir très vite une conscience à son mode de fonctionnement. Et quant à ça, si je reprends mon exemple de l'écriture, bah ok, comme je continuais, à un moment, il m'a envoyé la procrastination.
Alors j'étais là, je me sentais fatiguée. C'est une forme d'ego qui est non, mais tu vas essayer, mais tu vas pas y arriver. Et donc, comme tu es fatigué, je vais peut-être arrêter d'écrire pour aujourd'hui. Ah, il a peut-être raison, je vais peut-être pas y arriver. Une fois que tu sais que la procrastination, c'est aussi une forme de l'ego, un subterfuge de l'ego pour nous faire renoncer, eh bien, tu poses l'action. Ah, ok, tu veux me faire renoncer? Allez, je vais me remuer un petit peu, je vais peut-être aller faire une petite heure de sport et je vais m'y remettre. Et sans cesse, c'est un apprentissage de passer de cette liste que tu as définie à ok, moi j'ai envie de me lancer dans quelque chose. Tu fais aujourd'hui un podcast qui est écouté à milliers de personnes. Si je te pose la question, tout s'est fait facilement, sans encombre, sans rien. Tu vas me répondre, mais je suis assez persuadée que t'es tombé plusieurs fois, que t'as eu des doutes, que tu t'es dit que t'allais pas y arriver, que t'as eu un tas de problèmes techniques. Enfin, ce qui est juste normal. Ou alors sinon donne-moi la clé. Mais d'accord avec ça, on réussit pas du premier coup, c'est pas exactement ce qu'on veut du premier coup, on se crée un tas de pensées, etc. C'est notre système de défense, et là à l'attaque. J'ai cet exemple souvent, un enfant pour apprendre à marcher tombe en moyenne 2000 fois. Pourquoi il se relève? Pourquoi tu t'es relevé après 2000 chutes? T'es peut-être plus doué que les autres, t'es peut-être tombé que 1800 fois, mais en moyenne, on tombe 2000 fois. Pourquoi on se relève? Parce qu'en face de nous, on a quelqu'un, un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, qui dit vas-y, tu vas y arriver. Vas-y, lâche rien, tu vas y arriver. Toi, tu tombes de tout ton poids. Tu te fais mal parfois. Tu te fais mal. Je pense. Tu te relèves, tu pleures jamais, on se demande pourquoi. Moi, je vois maintenant les enfants essayer de marcher. Ils se relèvent, comme t'es là, ouais, c'est génial, t'as essayé, vas-y, essaye encore. Il se relève et il essaye encore. 1800, 2000, 2200 fois. Quand on se lance dans un projet, on tombe une fois et là, il y a l'ego. Ah je te l'avais dit. Ou alors même parfois quelqu'un de bienveillant autour de nous. Ah, t'es sûr, tu devrais pas quitter ce job, il est quand même... Ouais, ok, il y a de la pression, oui, ok, t'as 2 doigts d'un burn-out, mais enfin, t'as quand même un salaire, etc., etc., etc. Et finalement, tout ça fait qu'on est tout le temps en bascule. Ah là là, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ceci? Et puis, notre système de défense qui rajoute. Donc, si on avait une voix qui contrecarre ça en disant non, mais tu vas y arriver. Ok, c'est aligné avec toi, ça va pas être facile tous les jours. Bien sûr que tu vas procrastiner, bien sûr que tu vas douter, bien sûr ceci, cela, mais tu vas y arriver. Alors, eh bien, on est dans ces 2000 fois où on tombe, on se relève, on ramasse quelque chose et hop, on repart. C'est ça le système. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre ce schéma de système de défense parce que ça change tout à notre quotidien. Et alors dans le travail, évidemment, encore plus. Mais pas que. Ouais. On va en parler. Mais là, une fois de plus, pour bien comprendre, au final, tu identifies, parce qu'on peut se dire, mais peut-être que, où est la vérité? Quelle est la voix qui dit la vérité? Est-ce que c'est ma voix qui me dit qu'il faut que je continue, ou est-ce que c'est cette voix qui me dit, par exemple, qu'il faut que j'arrête pour me protéger? Et ce que tu dis, si je comprends bien et que je reformule, c'est que quand il y a une forme de répétition du même discours, c'est là où, en fait, c'est de l'ego, parce que c'est juste un discours presque automatique qui va aller puiser dans quelque chose autour de la défense. Puis, quand on y réfléchit, qui n'a pas beaucoup de sens, tu vois, si je me mets à écrire et que l'ego me dit tu vas pas y arriver, quel élément il a tangible pour le dire? Ouais. Je vais y arriver. Oui, c'est pas parce qu'à l'âge de 6 ans, t'étais pas bonne en français, enfin, tu vois, ou à 10 ans. Voilà, tu vois, et j'avais 12, 13, mais j'aurais pu avoir 5, 6, c'était pareil. C'est pas parce qu'à l'âge de 5, 6 ans, j'ai pas mis tous mes efforts sur le fait de me concentrer sur le français, d'être que je peux pas y arriver. N'importe qui peut écrire un livre, n'importe qui à partir du moment où il est authentique. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas que on y arrive plus, facilement comme les autres, mais je pense qu'on peut mettre ça de côté. Donc en fait, en réalité, ce que je veux dire, c'est que pourquoi on le croirait plus que notre vibration profonde qui est j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lancer dans un podcast, j'ai envie de créer un podcast. Bien sûr que tu as des doutes. Tu l'as jamais fait avant. Donc à partir du moment où tu l'as jamais fait, il va y avoir un tas de doutes, un tas d'inconfort, un tas de problèmes, un tas de choses que tu n'as pas anticipées. Enfin, tout ça est normal. Et si à chaque fois qu'il y a un problème, je renonce, je peux pas. Un autre thème que je voulais aborder, parce qu'il me tient à cœur, c'est le sujet de la critique, que tu abordes aussi donc dans ces questions que tout le monde se pose.
surtout en France. Alors je vais pas faire de généralité, mais je trouve qu'il y a quand même un certain plaisir, presque une compétition en réalité, à critiquer, à toujours dire que c'est pas bien, etc., etc. Ce que je trouve terrible, parce qu'en fait, déjà le fait de faire quelque chose, c'est tellement difficile. Moi, je suis plutôt admirative des gens qui se bougent, et je pense que la raison pour laquelle j'ai créé un podcast, honnêtement, c'est juste parce que j'aime valoriser des gens, les mettre en avant, juste parce qu'ils ont fait des choses. Mais bref, est-ce que tu peux m'en parler comme tu l'évoques dans le livre? Pourquoi est-ce qu'on a cette propension à critiquer, à trouver du plaisir là-dedans et comment s'en sortir? Alors là aussi, ça c'est une forme de notre système de défense. C'est beaucoup plus simple d'aller critiquer les autres que de se remettre en question. Et on voit bien, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, pour moi, me valoriser, je vais dire que je sors d'une soirée par exemple, oh t'as vu un tel parler fort, là t'es avec une amie qui, oh bah non, je l'ai trouvé plutôt sympa, il a sorti des bonnes blagues, oui enfin on n'a pas pu en placer une. Donc là on est dans un schéma de critique, plutôt que de se dire, tiens, si j'avais envie de parler, peut-être que j'envie quelque chose chez lui ou elle, que moi je ne sais pas faire. Et donc la critique, c'est une façon de se dédouaner de ne pas savoir. Donc pourquoi on a besoin de critiquer? Parce que c'est beaucoup plus confortable que de dire oh bah, j'aimerais bien parler parfois et avoir la facilité qu'il a ou qu'elle a de parler en société. Et en plus de séduire un certain nombre de personnes, parce que même ma copine a adoré ou mon copain a adoré le personnage pendant cette soirée. Donc la critique, c'est une forme de ne pas vouloir soi-même progresser, et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Et ça, c'est aussi une facette de notre système de défense. Alors comment se sortir du regard des autres? Parce qu'en plus, quand on se lance et qu'on a le courage de se lancer, mais qu'en plus on a toutes les critiques, le négatif des uns et des autres, ça c'est vraiment un exercice important, parce que sinon, déjà qu'on se critique soi-même en disant bah, et puis notre système de défense qui en rajoute une couche. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un moine bouddhiste qui m'a, quand je suis partie vraiment au Népal, mes livres sont vrais, hein, les 3 livres sont vrais, donc les lieux sont vrais, je suis réellement partie au Népal, et un moine bouddhiste m'a dit, très bien, par rapport à ce sujet, il m'a dit, quel est ton film préféré? Alors moi, à l'époque, c'était Interstellar, j'avais adoré Interstellar, je trouvais ce film extraordinaire. Très bien, bon, il me dit, je connais pas. Va voir sur Internet les critiques. Alors, on a Internet là-bas, à l'inverse de ce qu'on croit, et je cherche Interstellar, et je vois, bah oui, bah, tu vois, il y a plein de gens qui ont adoré, les critiques sont excellentes, film extraordinaire, machin, etc. Il me dit, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Regarde les 12%, il y avait plus ou moins 12% de critiques plutôt négatives. Et là, je vais voir sur les critiques négatives, film qui a ni queue ni tête, complètement nul, etc. Prise de tête totale, etc. Exactement. Donc là-dessus, il me dit, voilà, ton film préféré, ton film culte, ce qui est en train de te construire, il y a des gens qui trouvent ça complètement nul. Donc dans tout ce que tu vas faire, il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens pour qui ça va même pas résonner, et puis il y a des gens qui vont détester. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, ce sera le cas. Donc le vrai sujet, c'est quoi? C'est d'être aimé pour des choses que tu fais pour faire plaisir aux autres, mais que tu n'as pas forcément envie de faire, et je te le dis tout de suite, tu vas pas forcément réussir. Ou alors te donner tous les moyens pour faire quelque chose qui résonne pour toi, qui va être aligné avec toi, et il y aura des gens pour aimer, des gens pour détester. Donc si à chaque critique, tu les prends personnellement, tu vas être dans ton ego, parce que ça, c'est ton ego qui va dire « Ah bah j'aime pas ton livre, donc je t'aime pas toi ». La réalité... Toujours lui. Comment? Toujours lui. Toujours là. Et c'est vraiment la pierre angulaire de notre quotidien, en fait. Hein. Mais à chaque fois qu'on va se dire « Ok, bah... » et moi, je réponds, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques mails de gens qui n'avaient pas aimé mon livre. Il y en a peu, mais il y en a. Je leur réponds très gentiment que je suis absolument désolée qu'ils n'aient pas, qu'il n'ait pas aimé, mais voilà, à aucun moment j'ai voulu écrire pour mettre quelqu'un en colère ou quoi que ce soit. Et puis, ce pourcentage-là, quel que soit le pourcentage, il est juste normal. Donc en fait, se libérer du regard des autres, c'est déjà faire des choses pour ce qui vit, enfin pour un alignement avec soi, quelque chose qui vibre pour nous. Quand je me lance dans un projet, tu te lances dans ce podcast, c'est soit tu l'as fait pour faire plaisir à ton mari, tes parents, je ne sais qui, et très vite, ben ça va être compliqué parce que tu vas le faire un temps et puis tu vas commencer à te décourager, etc. Soit tu l'as fait parce qu'il y a quelque chose qui t'habite dans ce sujet, qui est comme tu le disais, de mettre en avant des gens qui ont fait, qui réussissent, la façon dont ils ont réussi, etc. Et là, il y a quelque chose qui vibre en toi. Et je dis pas qu'il y aura pas de moments difficiles. C'est évident qu'il y aura des moments difficiles, il y en a déjà eu,
Et malheureusement, il y en aura d'autres. Mais la réalité, c'est que quand tu le fais vraiment pour le vrai pourquoi, la vraie bonne raison, eh bien, tu passes ça plus simplement. Et le regard des autres fait que, d'ailleurs, on se rend compte dans tout ce qu'on fait que le regard change aussi. Au début, c'est t'es sûr, bon, je connais quelqu'un, ceci, cela. Puis après, tu réussis, puis tu vends. Dans mon cas, j'ai vendu plein de livres. Oh, c'est fabuleux ce qui t'arrive, etc. Enfin, c'est assez exceptionnel. T'as quand même beaucoup de chance. Il y a un autre regard. On n'est plus dans tu devrais pas essayer. Maintenant, t'as beaucoup de chance. Ouais, Et puis, c'est jamais grâce à toi. ça peut se terminer grâce à toi, exactement. Mais en fait, le regard change. Donc, si on s'attache à un regard, ben, on fait plus rien de tangible. Donc, le conseil que je peux donner, en tout cas, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de revenir à soi, à ce qui vibre pour nous, et puis de poser les actions, d'accepter qu'on va tomber. C'est pas de l'échec. L'échec, c'est un mot très dangereux. Ça, c'est un mot. D'ailleurs, rien qu'on parle d'échec, rien qu'en parlant d'échec, le mot, il nous crispe. Alors que c'est juste un mot. Et il n'y a pas de réussite sans échec. Il n'y a pas de réussite sans tomber et se relever pour mieux avancer. Tu vois, c'est drôle, je me permets de parler de moi, j'essaie de pas trop le faire sur ce podcast, mais ça m'évoque un peu ça quand t'en parles. Mon podcast, je pense qu'une des raisons pour lesquelles effectivement j'ai eu des moments difficiles, il y a des périodes où j'ai perdu pas mal d'auditeurs parce que les algorithmes ont changé sur Apple Podcast, etc. Et puis ensuite j'en ai repris, etc. Mais en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai assez bien vécu, dans mon cas, c'est parce que comme tu le dis, je le fais vraiment par pur plaisir. Ça n'est pas mon métier principal. Mon métier principal, c'est d'être en l'occurrence dirigeante d'une marque de joaillerie. Et donc en fait, je le fais vraiment pour le kiff et pour rencontrer des gens. Et donc c'est beaucoup plus simple. Je trouve que là où c'est plus difficile, c'est dès qu'il y a une forme d'attachement où en fait où tu sens qu'il y a une par exemple, si ma boîte de joaillerie marchait pas, qui est ce qui me paye mon salaire, là où je passe quand même une grosse partie de mon temps, etc., je pense que ça serait beaucoup plus difficile pour moi parce que j'aurais pas l'excuse de me dire non mais en tout cas, je le fais de manière un peu, comment dire, tu vois. Il n'y a pas de pression, quoi. Il n'y a pas de pression. Ouais, mon podcast au final, et d'ailleurs, je pense que là où c'est très intéressant ce que tu dis, c'est il marche très bien justement parce que je n'ai pas de pression. Aussi, parce que du coup je le fais à ma manière, entre guillemets, en ne souciant pas trop des candidats-t-on. Comme il faut, enfin comme exactement. On dirait de les faire. Je me compare pas, tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est vrai ce que tu dis, et il faudrait arriver dans tout ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, notre système de défense, notre ego, notre caniche, nous raconte quoi? Par exemple, si je prends ta société de joaillerie, si tu es en train de te dire oui, mais alors si mon chiffre d'affaires baisse, si je peux plus me payer ça, si mon loyer, si mes crédits, si tout ceci, si, ça n'existe pas encore. Hein. Oui. Mais ce si fait que je dors plus la nuit, je réfléchis, je me décentre parce que notre système de défense, oui, ça marche pour l'instant, très bien, mais dans 6 mois. Et puis quand il va y avoir tel événement là, parce que ça nous pend au nez l'événement, etc., eh bien finalement, on est sans cesse à devoir répondre à des scénarios auxquels on ne peut pas avoir de réponse parce qu'il n'y a pas de problème encore. Et notre cerveau bug parce qu'il n'y a pas de problème. Notre cerveau ne bug pas quand il y a un problème. Il trouve des solutions. Mais comme là, il n'y a pas de problème réel, c'est si et si, oui d'accord, mais enfin... pour l'instant, on n'y est pas. Oui, mais d'accord, mais ça nous pend au nez. Ah oui, t'as raison, peut-être que je m'y mette. Mais il faut que je réfléchisse à quoi finalement, à anticiper quoi finalement, parce que qu'est-ce que je peux anticiper? Je ne sais même pas si ça va arriver. Et c'est ça qui est dramatique. Donc là où je te rejoins, c'est que quand il n'y a pas cette pression, parce que tu dis bon bah moi je fais un podcast quand j'ai envie de le faire, avec les gens que j'ai envie de choisir, etc., etc. Et si on me critique, bah de toute façon, moi je suis pas une podcasteuse à la base, donc si on me critique dans mon métier de joaillier, là je vais le prendre pour moi personnellement. Et bien finalement il faudrait faire la même chose. Ouais. T'es pas née joaillière. T'es pas née en ayant créé cette boutique. T'es pas née avec ça. T'es née comme tout le monde, toute nue, avec un cerveau qui est en train de se construire, etc. Et t'as appris la joaillerie. Tu t'es intéressé à ça, à comment gérer une boutique, etc., etc. Mais t'as appris. Et t'as encore des millions de choses à apprendre. Et quand tu partiras très très vieille, très vieille, t'auras encore des milliers de choses à apprendre. Et tout va bien avec ça. Et nous, on s'impose. Un peu comme comme ce que je disais au début d'interview, qui est je rentre dans une société, j'ai mon diplôme XXL, et là il faut que je fasse croire que je sais tout.
En fait, on le sait bien, hein, enfin, on voit bien, même tous les jeunes qui rentrent, moi j'ai été jeune aussi, et tu rentres et tu sais tout, mais en fait tu sais rien, et tu as le syndrome de l'imposteur qui te serre dans son carcan, et tu dois juste rien dire et tu es mal à l'aise avec ça. Si à l'inverse on disait j'ai mon diplôme, mais moi j'ai tout à apprendre, alors maintenant allons-y, eh bien on serait dans le même cas que toi dans ce podcast qui est attendez, moi je suis pas une professionnelle, hein, je fais ça par plaisir. Eh bien, au travail, il faudrait dire la même chose. Moi, je suis pas une professionnelle. Ah ouais, mais enfin, attends, t'es pas une professionnelle, t'es payé pour ça, et puis t'as vu ton chèque à la fin du mois, donc ce serait bien que tu sois professionnelle quand même. Oui, mais j'ai tout à apprendre. Et on peut pas le dire comme ça, mais si dans notre état d'esprit, on était, je ne vais faire qu'apprendre, et plus j'apprends, plus je deviens professionnelle, et même à la fin de ma vie, et même à la retraite, je ne serai toujours pas 100% à tout savoir, eh bien, ça détend quelque chose. Clairement. Maud, j'aimerais quand même aussi parler de ton parcours, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu tes livres, mais qui peut-être ne connaissent pas bien ton histoire, qui se rendent pas compte, comme tu l'évoquais, que finalement tes livres sont très autobiographiques. Est-ce que tu peux déjà, si on remonte en arrière, m'expliquer dans quel environnement familial tu nais, comment est ta famille, comment était la petite Maud, est-ce que t'étais une énorme bosseuse dès le départ, matheuse visiblement? Alors, non, je nais dans une famille très aimante, avec des parents très soudés, et donc du coup tellement soudés qu'on n'avait pas de brèche avec mon frère. J'ai un frère. On n'avait pas de brèche pour s'engouffrer quand l'un disait blanc et l'autre disait blanc, donc on pouvait pas jongler comme beaucoup d'enfants. Donc nous, on a fait bloc avec mon frère et on est devenu un peu une équipe tous les deux. Et donc j'ai grandi comme ça avec un frère très proche, et c'est toujours le cas d'ailleurs. On est très très fusionnels. Et j'ai fait des études, ouais, j'ai fait des hautes études autour de la finance, autour de parce que j'avais besoin de liberté. Je me disais, si j'apprends plein de choses, je vais être libre d'un tas de choses. Et donc j'ai fait des études, j'ai fait des études en Angleterre, et puis je suis revenue en France. Je suis rentrée très vite dans le monde de l'entreprise. J'ai créé des boîtes, j'en ai revendu. C'était vraiment mon monde, et jusqu'à la dernière que j'ai vendue à Dassault, hein, Dassault Systèmes en 2010. Et donc c'est une énorme réussite financière, et pourtant je savais plus vraiment qui j'étais, parce qu'on bossait complètement avec les décalages horaires, avec une surpression, mais en même temps, et j'ai fini avec à deux doigts d'un burn-out d'ailleurs à ce moment-là, hein, mais prise par la passion. Parce que quand on est dans un cycle, le burn-out, c'est pas forcément que une pression Psychologique, ouais. ouais, psychologique, ou c'est parfois une pression de soi-même, parce qu'on s'oublie. Simplement, on s'oublie, c'est passionnant, on est chaud, on fait plein de choses, on gagne de l'argent, etc., etc. Et on est dans cette passion, dans ce système de la passion, les décalages horaires, au point que je ne m'en rendais plus compte que moi, je ne vivais plus du tout au présent. J'avais toujours 10 coups d'avance, il fallait toujours anticiper un tas de choses. Or, Mais le t'étais pas bonheur, malheureuse fondamentalement. aujourd'hui, je sais dire que si. D'accord. Je pouvais pas le dire sur l'instant. Et d'ailleurs, quand mes amis me disaient, bah, mais Maud, tu vas, calme-toi, reviens. Tu vois, là, on fait un week-end là. Non, j'ai pas le temps, tu penses. Moi, je suis partie à l'autre bout du monde, etc., etc. J'étais malheureuse sans le savoir, parce que mon corps me parlait, ce qui m'a valu quand même quelques opérations sur le billard. Mais très vite, hop, allez hop, une semaine après, je sors de là, je reprends le boulot, etc. Je schématise, mais pas beaucoup, hein. Mais pourquoi j'étais plus heureuse? Parce que la joie ne se connecte que dans l'instant présent. Je peux pas te dire, tiens, après-demain, on va se prendre un fou rire ensemble. Ou je vais me prendre un fou rire avec mon frère après-demain. C'est juste pas possible. La joie ne se connecte que dans l'instant présent. Or, moi, je n'étais plus dans l'instant présent. Donc, j'étais pas heureuse. Oui, j'étais heureuse dans les objectifs que je m'étais fixés, de réussir, d'amener cette société à un endroit où les gens s'éclataient dans ce qu'ils faisaient, etc. Ça, je réussissais. J'étais dans un objectif. Et dans cet objectif, je réussissais. Mais c'est pas parce qu'on réussit un objectif qu'on est heureux. Et moi, j'avais perdu le sens du lien. Mes amis m'ont attendu, ma famille m'a attendu, la personne avec qui je vis m'a attendu, mais pour autant, j'étais en décalage total avec ce que je vivais vraiment, quoi. Donc, Comment tu t'en es rendu compte de ça? j'étais à deux doigts vraiment d'un burn-out. C'est-à-dire qu'au moment où je fais le relais, je fais un relais propre de presque 7 mois à Dassault. Là, je sens que je vais tomber, quoi. Et c'est là que je pars au départ, d'ailleurs. Je me dis, C'est physique, quoi. Vraiment, ah tu oui, tiens c'est plus debout, physique. quasiment. Et puis, tu vois, tu vis dans des décalages horaires, tu dors peu, tu as une hygiène de vie qui est très
euh, qui est plus en phase. Et puis, c'est une façon de fuir ce face-à-face qu'on peut avoir, de fuir les émotions que je pouvais ressentir. Donc non, je survivais, mais je vivais pas. Et je crois qu'on peut faire les deux à la fois. Très différemment, mais on peut faire les deux à la fois. Ce que je n'ai pas su faire, moi, à ce moment-là. Les deux à la fois, c'est quoi? Je dis pas qu'il faut lâcher tout le business et écrire des livres. C'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est de faire des choses qu'on aime, mais de se respecter. Et quand on travaille 15 heures par jour, et je l'explique même aux enfants autour de moi qui me disent ouais, mais tu comprends, là je prends un job hyper important, on attend de moi que je bosse jusqu'à 22-23 heures. C'est pas vrai. On n'attend pas de quelqu'un qui bosse juste de 5 heures du matin à 23 heures. Déjà, parce que je sais le dire, et pourtant Dieu sait si je suis une bosseuse, on peut pas travailler 15 heures de rang tous les jours, 7 jours sur 7, pendant des années. On va vite se cramer. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, et homme comme femme. On peut avoir des coups de bourre, hein, comme on dit, des moments où on doit évidemment mettre des coups d'accélérateur, mais c'est pas possible. Donc moi, je me suis retrouvée un peu en suspens à ce moment-là parce que je ne m'étais pas rendu compte que la passion et donc l'adrénaline, hein, c'est comme si je me droguais finalement, hein, parce que l'adrénaline par la passion, c'est quelque chose qui nous tient debout, qui nous tient éveillés et qui nous donne de l'énergie. Et bien finalement, à un moment, je me suis dit, mais là, je vais tomber, quoi. Et ça, c'est le corps, hein. Et j'écoutais pas le corps. Mon associé, aussi riche qu'il ait pu être à la vente de cette société, est mort d'une crise cardiaque. Donc là, ça a été un électrochoc terrible pour moi. Et moi, j'en ai fait un d'ailleurs presque un an après. Donc, mais quand je suis partie au Népal, là, j'ai eu le premier électrochoc, c'était mon associé. Et puis je suis partie. Et là, j'ai réappris à vivre très différemment. Et très différemment, ça veut dire avoir des vraies phases de moments pour soi, de prendre du recul sur la façon dont on agit et dont on a besoin d'agir, de comprendre pourquoi j'allais si vite. Je parlais des émotions, moi les émotions, je les avais complètement éteintes parce que ça me retardait. La croyance, c'était si t'as peur, si t'as une émotion, c'est que t'es faible. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Donc j'ai travaillé ça énormément. Et puis quand je suis rentrée du Népal, je voulais pas reprendre une boîte tout de suite et j'ai vraiment besoin de faire une pause. Et puis j'avais besoin de peut-être d'aller vers autre chose, mais je ne savais pas du tout quoi. Et là, j'ai pris le temps, justement en apprenant à vivre au présent, d'écouter ce qui vibre en nous, ce qu'on peut appeler l'intuition. L'intuition, ça peut paraître toujours perché, mais en fait, tout le monde a l'intuition. Et on se le dit d'ailleurs, j'aurais dû m'écouter, j'ai suivi cette voie, mais si je m'étais écoutée, j'étais sûre que c'était ça. Tout le monde a de l'intuition. Et quand tu te poses, quand tu prends des moments de pause, eh bien, tu peux entendre ce qui se passe en toi. Ton caniche est à la niche, là, pour le coup, t'es tranquille, et là, tu peux entendre ce qui se passe en toi. Et moi, j'ai eu cette intuition d'écrire un livre, et je l'ai écrit pour mes amis au départ. C'était kilomètre zéro, j'en parlais à personne, et un jour, je les ai réunis, une centaine de personnes. Alors, j'ai pas 100 amis, mais la famille, les gens avec qui je travaillais, j'étais proche, et je leur ai dit, voilà, j'ai écrit un livre, il est pour vous. Ah bon, t'as écrit un livre, c'est incroyable, c'est génial que t'aies pensé à ça. Alors souvent ils me disaient, écris sur ce que t'as compris, tu voyages beaucoup, t'aimes rencontrer des peuples différents, tu nous aides à réfléchir autrement, donc ce serait super d'écrire un livre. Mais là, je l'avais écrit. Et j'aurais dit, c'est un roman. Ah bon, c'est un roman. Et puis ils l'ont lu et au bout d'une semaine, 15 jours, les premiers m'ont rappelé en me disant, écoute, on adore, on veut vraiment pouvoir l'offrir. On aimerait pouvoir acheter des exemplaires. Je dis, mais non, mais moi j'en ai imprimé 100 et c'est les vôtres, j'en ai même pas d'autres. Et là, mon meilleur ami m'a fait un site internet, m'a poussé à écrire, à le mettre en avant, quoi. à réimprimer, je veux dire, 500, rééditer, puis 5000, puis 10 000 exemplaires. Et là, tout est parti vraiment de là, et tout nous a complètement échappé. Et là, les éditeurs ont commencé à m'appeler les uns derrière les autres. Il se passe un truc, il faut qu'on vous rencontre, et l'aventure. On est à 5 millions aujourd'hui, et c'est extraordinaire parce que c'est une aventure humaine. Et je pense que j'aurais jamais pu être aussi authentique si je savais que ça allait être dans les mains de c'est clair. millions de personnes. Et c'est la pression dont tu parlais tout à l'heure. Quand il n'y a pas de pression, quand on fait des choses avec cœur et avec envie, eh bien finalement on n'a plus cette pression de oh là là, mais alors si un tel me lit, non, on est à cœur ouvert. Et je crois que ça a été le plus beau des cadeaux pour moi, à l'inverse de ce que je croyais pour mes amis, parce que finalement j'étais acceptée telle que j'étais.
Mmh. J'ai pu enlever tous ces costumes les uns derrière les autres, ce qui m'empêche pas de diriger des boîtes encore aujourd'hui, mais de le faire très différemment parce que je pense que c'est dans ces moments de pause, dans ces moments où on prend du temps pour soi, du temps avec les autres, que on est encore mieux pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais c'est un excellent conseil que tu donnes, je trouve, le fait de presque pas viser trop grand au départ quand tu t'exposes comme ça, et le fait que t'es concentré pour une centaine de personnes, qui en plus sont des personnes qui te sont chères, qui sont bienveillantes vis-à-vis de toi, en fait, fait que tu t'es senti libre, en fait, tout simplement d'écrire, je pense. Exactement, je voulais faire simplement un cadeau avec le cœur, donc j'étais de cœur à Mm. cœur. J'ai rien dit parce que j'ai mis presque 2 ans à l'écrire et j'avais pas envie d'entendre bon alors tu y arrives machin etc. Mm. Alors on a hâte de te lire, ce qui était très gentil, mais je voulais pas entendre tout ça. Je me suis dit voilà, j'en parlerai quand je l'aurai fini, si j'y arrive, si je le finis, mais je vais me laisser le temps de ça et puis voilà, respire. Le plan est toujours parfait, qui est mon deuxième roman. Je l'ai écrit dans cet état d'esprit pour les lecteurs. Parce que il m'avait autorisé à être moi-même et je me suis dit j'ai pas envie je pensais écrire qu'un seul livre dans ma vie très honnêtement et quand j'ai vu le phénomène de Kilomètre Zéro, je me suis dit j'ai d'autres choses à raconter donc je vais le faire pour les lecteurs mais dans le même état d'esprit, ce qui était le cas après de Plus jamais sans moi et de ces questions que tout le monde se pose qui sort le 25 septembre. Maud, on arrive à la fin de cet entretien et j'ai toujours des questions que j'aime bien poser à mes invités. J'appelle ça mes questions signature mon crible. La première, c'est est-ce que tu as vécu, alors c'est un mot terrible, on l'a dit, un grand échec ou un moment difficile de doute dont tu pourrais nous parler parce que tu en as tiré des enseignements particuliers. C'est plus les enseignements d'ailleurs qui m'intéressent que Déjà, l'échec en tant que tel. c'est des grands échecs, j'en vis tous les jours, mais parce que j'ai des attentes. Donc, quand on a une attente, c'est un échec. Mais si je parle d'un moment particulier, par exemple, un moment qui a failli me faire renoncer à toute cette grande aventure, j'étais justement en train d'écrire, j'arrivais pas à grand chose je procrastinais, donc je laissais de côté, je revenais dessus, puis je vais pas y arriver. Puis un jour, je suis invitée à un anniversaire au Maroc d'une amie et donc nous voilà partis et je me retrouve à table et beaucoup de monde, je me retrouve à table à côté d'une personne qui avait pour métier d'être plume. Donc une D'accord. plume, c'est quelqu'un qui écrit pour les autres. Waouh, je me suis dit enfin, synchronicité, je rencontre quelqu'un du métier. Alors je connaissais pas d'écrivain, je connaissais pas d'éditeur, je connaissais pas d'autres, enfin je connaissais personne sauf mon libraire pour faire court et dans ce monde-là et là elle me dit qu'elle est plume. Ah, je dis, waouh, c'est génial, je vais lui parler de mon projet. Vous savez, moi aussi, j'écris un livre. Enfin, j'essaye, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile d'écrire des livres. C'est courageux, c'est bien. Vous accepteriez de lire quelques lignes? Elle me dit, oui, bien sûr. Demain matin, on se retrouve au petit-déj, je lui dirai ça. Alors, je la sens enthousiaste, alors je lui montre. Et puis là, elle commence à lire et elle me dit, Maud, c'est nul. Je vois le genre. Mais enfin, on s'improvise pas d'être écrivain. Puis vous avez quel âge, franchement? Une quarantaine d'années. Vous savez, ça s'improvise pas d'être écrivain, c'est un métier de longue date, il faut avoir ça dans le sang, etc. Et de ce moment-là, je me dis bon là, je vais tout arrêter, quoi. Donc pour moi, c'était, tu vois, je venais avec tout cet enthousiasme de les planètes s'alignent, enfin j'y suis, enfin. Et puis ça a été sans doute le plus gros, enfin ça a été un échec difficile pour moi, enfin ça a été un coup dur en tout cas, mais ça m'a beaucoup aidé parce que j'y arrivais tellement pas à ce moment-là que j'aurais pu me laisser embarquer vers si elle avait été vraiment bienveillante, attends, je vais t'aider, on peut l'écrire à 4 mains, c'est une bonne idée, etc., etc. Et j'aurais pas écrit ce livre toute seule. J'aurais pas écrit ce livre tel qu'il est. Et j'en serais pas là aujourd'hui avec les lecteurs. Donc malgré le fait que ça a été dur et en plus les premières lignes elle a lu 3-4 lignes, elle a même pas pris le temps, la soirée s'étant finie tard, elle s'est levée un peu enfarinée et la réalité, c'est que c'est toujours les mêmes premières lignes. Donc, je vois bien que tout est très subjectif. Mais nous, sur l'instant, enfin moi, sur l'instant, là, c'est le coup dur, quoi. Oui, tu l'as pris comme une vérité. Je vais pas m'en remettre. Je connais une personne de ce monde-là qui est plume, que je viens de rencontrer, qui me dit que c'est nul. Il y a peu de chances pour que ça aboutisse si quelqu'un de professionnel trouve ça nul. Et moi, j'y arrivais avec toute ma naïveté. Et voilà, donc c'est pas grave, mais quand on le vit sur l'instant, c'est très grave pour nous. Et je crois que les échecs, pour moi maintenant, ce ne sont que des expériences. Ce ne sont que des mots. Le mot échec est vraiment très connoté négatif. Quand tu poses la question, d'ailleurs, tu dis bon, je vais te poser une question grave. Est-ce que tu as déjà eu un échec? Mais
j'allais dire, le plus grand échec, Heureusement. je vais dire, c'est plutôt ma santé. De pas avoir entendu mon corps, c'est un énorme Mm. échec. Mm. C'est comme ça. On s'en relève et on va vers autre chose. Maud, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ah, le manque de pause dans ma vie, le manque de temps que je me suis alloué quand j'étais dans cette course effrénée à l'objectif. Ça, c'est sûr que ça, je referais très très différemment parce que ça a coûté la vie de mon associé, ça a failli me coûter la vie aussi. J'allais dire, plus que la santé, il n'y a pas plus grand luxe, hein. Il y a pour moi la santé avant tout, le temps en deuxième, et tout le reste vient bien derrière. Même si je prône l'amour, même si tant qu'on n'a pas la santé, Oui, oui. on ne peut rien faire, quoi. Donc oui, oui, ça, je referais très différemment, je déléguerais davantage, bien sûr, bien sûr. Cette question, tout le monde l'interprète différemment. Qu'est-ce que tu trouves beau, soit au sens esthétique, soit au sens métaphorique? Qu'est-ce qui t'émeut, qu'est-ce qui te touche? Ce qui me touche le plus, c'est le lien à l'autre. Parce que derrière, il y a la foi en l'humanité. Ça, c'est ce qui me bouleverse. Dès qu'on est en lien avec l'autre au sens de cœur à cœur, hein, ce que je disais dans la porte de l'amour, au sens amour avec un grand A, dès qu'on fait les choses avec cœur, alors il se passe quelque chose dans cette humanité qui est très différente. Dès qu'on est dans la porte de l'ego, eh bien, on voit bien à quel point on n'est plus à notre place, on se sent plus légitime, etc. Dès qu'on est en lien, c'est extraordinaire. Donc ça m'émeut énormément. Quelqu'un qui ouvre son cœur et qui sait être authentique et qui reste dans cette authenticité. Regarde dans ce que tu fais, on n'est plus que là, on se dit pas tiens dans 6 mois ou après-demain ou tiens dans 1 heure j'ai tel rendez-vous et machin. Non, on est là et ça m'émeut parce qu'il se passe quelque chose d'authentique et de vrai qu'on peut partager. Et alors à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que t'aimes pas observer? Qu'est-ce que tu trouves laid? Ce que je trouve laid, c'est sans doute la malveillance. Ça, on peut ne pas être d'accord, mais être malveillant, je trouve ça difficile. Je sais que derrière, c'est l'ego qui a repris le dessus pour la personne, mais ça, cette injustice, malveillant même envers un animal, malveillant envers la nature, voilà, ça c'est des choses qui me touchent beaucoup. Je comprends. Est-ce que tu as déjà eu une maxime ou une citation qui à un moment dans ta vie t'a aidé, t'a porté, peut-être que tu te répétais régulièrement, tu vois, un peu comme un mantra, quelque chose qui te boostait? Oui, il y a une phrase de Deepak Chopra qui dit vous devez trouver à l'intérieur de vous l'endroit où rien n'est impossible. Donc Vous quand devez j'arrive pas à quelque trouver à chose, l'intérieur de vous l'endroit où l'endroit rien n'est impossible. est impossible. Vous devez trouver à l'intérieur de vous l'endroit où rien n'est impossible. Je trouve que cette phrase est très belle parce que quand voilà, j'y arrive pas ou je vais chercher ailleurs à l'intérieur de moi où il y a un endroit où c'est possible. J'adore. J'ai encore 2-3 questions pour toi. Elle est rigolote celle-là. Est-ce que tu as une opinion qui est controversée, c'est-à-dire que tu constates que tes amis, les personnes autour de toi, la France, mais ça peut être le monde, n'est plutôt pas en phase? Oui, ça peut arriver, alors pas tous, mais ça peut arriver sur mon extrême positivité, sur mon extrême optimisme, ou en face de ça, c'est ah oui, mais toi tu vis dans un monde de bisounours. Ça peut être le cas. Moi, j'ai plutôt tendance à voir les choses positivement que négativement. J'ai plutôt tendance à avoir un cerveau qui voit en mode solution que en Ça a mode toujours été le problème. cas. Ça a toujours été le cas. Et c'est même un exercice dont je me rendais même pas compte, ce qui m'a beaucoup aidé en entreprise, puisque la stratégie d'entreprise, c'est quand même trouver des solutions. Mais on peut me dire, là où effectivement on voit l'actualité qui est vraiment terrible, hein, que ce soit économique, politique, évidemment les guerres, là on n'en parle même pas tellement c'est horrible. Eh bien effectivement, j'arrive pas à voir tout en noir. J'arrive pas. Je dis bon, ok, je crois en l'humanité. Il y a des chaos, et on risque de passer par un chaos pour revenir à quelque chose de stable. Et il y aura des choses graves, mais je peux pas voir tout en noir à me morfondre sur voilà. Par exemple, donc oui, on peut en face de ça, même à travers la lecture de mes romans, dire oui, d'accord, mais c'est quand même extrêmement positif. Mais on peut être extrêmement positif et je crois qu'on se fait beaucoup de soucis pour des choses. Là, je parle pas de la politique, etc. Hein, je parle de notre quotidien, des 99%, où finalement on se pourrit la vie avec des petites choses et on se pourrit la vie pendant plusieurs heures. Et donc c'est un système récurrent qui fait que notre cerveau est construit comme ça. Quand on construit son cerveau dans l'autre sens, qui est en mode solution, je pense qu'il y a un côté un peu plus facile.
Oui, Et tu puis ça crées nous une permet d'avoir habitude. Tu crées une habitude aussi de voir les choses positives. ouais. Mais c'est aussi ça qui te Et puis on permettait trouve des certainement dans le solutions de business fait. de voir Voilà, des opportunités. exactement. Mm. Oui, oui, et puis vraiment, de fait, les opportunités arrivent, les solutions arrivent très facilement parce que ça fait partie de notre quotidien. Mm. Est-ce que tu as un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis qui te viendra à l'esprit? Ah oui, oui, mais plein de sujets. Alors, est-ce qu'il y en a un qui vient à l'esprit? J'essaie de réfléchir. Euh, En fait, plein de sujets parce que j'avais beaucoup de certitudes quand j'étais jeune. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est blanc ou c'est noir. Un sujet aussi, il y a un sujet, le blanc et noir, par exemple. J'avais pas compris qu'il pouvait y avoir, sans reprendre les 1000 nuances de grès, et qu'il pouvait y avoir 1000 nuances entre le blanc et le noir. Mm. Et que c'est pas parce que je voyais les choses d'une certaine façon. Une des choses qui a été une révélation pour moi, c'est notre carte du monde. On a tous une carte du monde. On est élevé avec des parents qui fonctionnent de telle façon dans un milieu, que ce soit en Occident, en Orient, etc., avec des visions très différentes. Et moi, j'avais le sentiment que si quelque chose était bien pour moi, c'était bien pour toi, ou c'était bien pour telle et telle personne. En réalité, je me suis rendu compte que ce qui est bien pour moi, ou la façon dont je fonctionne, n'est pas forcément bien pour les autres. Alors ça, c'était des bouleversements dans ma vie, évidemment, très forts, parce que je passais beaucoup d'énergie, même des fois à dire attends, mais j'ai fait ça, tu vas voir, c'est génial, tu vas y arriver comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a 1000 chemins possibles, et mon chemin n'est pas meilleur que les autres. Et je me suis rendu compte, même à travers parler de développement personnel, il y a des gens qui disent oui, ça c'est pas trop mon truc le développement personnel, et qui prenaient un chemin qui n'avait rien à voir avec des lectures de développement personnel, mais ça ne m'a pas empêché d'arriver au même endroit ou à des endroits qui sont. Donc ça, oui, ça a été mon côté péremptoire, c'est vite calmé. Péremptoire, je sais pas, mais en tout cas, on va dire Péremptoire, ingénieur à chercher de l'objectivité partout. non, 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 vraiment mon côté péremptoire qui était c'est blanc, c'est noir, et je crois que je détiens la vérité là. Non, non, ça s'est vite calmé, ça s'est vite calmé. Bon. Une dernière question pour toi. Je suis à la base littéraire, donc je l'aime bien celle-ci. Est-ce que tu as un ou des livres, au-delà bien sûr des livres que tu as écrits qui forcément ont changé ta vie, mais est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont vraiment profondément marqué, dont tu pourrais nous parler parce qu'ils ont eu un impact très fort en fait sur toi? Alors, un des livres qui m'a marqué, et c'est un peu ma Bible, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Mm. C'est pas un livre hyper simple à lire, et c'est pas un livre qui, et pourtant il est pas épais, qui se lit d'une traite, mais chaque phrase m'aide beaucoup parce que c'est un recentrage justement sur l'instant présent. C'est le pouvoir Mm. du moment présent, mais c'est vraiment, c'est pas, c'est pas juste des mots. Il y a un moment où de temps en temps faire juste un break pour se recentrer sur soi, ressentir ce qu'on ressent. Ça, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Mm. D'autant que moi, j'avais tout le temps des coups d'avance et je comprenais Ouais. rien au départ, en fait. Oui, Donc, l'inverse de ce que tu vivais, quoi. vraiment. Mais oui, je savais même pas que ça existait. Bah attends, méditer, on parle de Ouais, méditation. ouais, Pardon, tu me parles, tu crois que j'ai le temps de méditer? Je c'est disais clair. ça d'ailleurs à un des moines bouddhistes que j'avais rencontré au Népal. Je lui dis très bien la méditation, mais il faudrait méditer combien de temps? Il me dit oh, ben, un quart d'heure ça suffit, pas besoin de plus. Je dis d'accord, mais quand on n'a pas le temps, ah dans ce cas, vaut mieux méditer 1 heure. Génial. Et je trouvais ça génial parce que moi je comprenais pas. Je lui ai expliqué que j'avais pas le temps et il me dit ah mais si t'as pas le temps d'un quart d'heure par jour pour toi, alors Mm. médite 1 heure, c'est qu'il y a un grave problème. Et là j'ai compris effectivement Alors la méditation aussi c'est un gros mot. Moi j'aime cette signification de la méditation qui est le titre d'un livre de Fabrice Midal qui dit se foutre la paix. Et pendant Mm. 5 minutes tu te fous la paix, c'est-à-dire que t'as pas d'objectif. Il s'agit pas d'aller rencontrer ni Krishna ni ce que tu veux. Tu te fous la paix, t'es plus la femme de, le fils de, la salariée de, la dirigeante de, non, tu te fous la paix. Et juste, tu prends un temps pour toi, pour ta respiration, pour sentir ce que tu ressens dans ton corps, et point. Mm. Et ça m'aide beaucoup. Je médite jamais 4 heures par jour, jamais. Mais j'aime bien méditer 5-6 minutes quand je suis pas alignée, quand je sens que je vois plus clair, quand je sens que mon ego me raconte n'importe quoi. Mais prendre ce temps-là. Donc oui, Le pouvoir du moment présent, ça a été un livre qui m'a bouleversée. Et ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans le développement personnel, c'est un livre qui s'appelle La prophétie des Andes de James Resfield, qui j'avais l'impression qu'il avait écrit pour moi. Alors bon, je crois qu'il a été lu par plus de 25 millions de personnes. Il n'a pas écrit que pour Pas moi, que pour toi. mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait résonné. C'est mon meilleur ami Christophe, qui me l'avait offert quand j'avais 25 ans. Et ça, c'est un livre qui m'a vraiment mis le pied dans un monde. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je ressens. Mm. Ah, donc il n'y a pas que Excel. Et donc j'ai bien raison de croire en quelque chose en moi qui est un peu pas forcément définissable ou que j'arrive pas forcément à expliquer,
il y a d'autres gens qui ressentent ça. Maud, écoute, je te remercie 1000 fois pour tout ce que tu as partagé avec nous. Donc le livre sort littéralement demain au moment où on se parle, c'est-à-dire le 25 septembre. C'est des questions que tout le monde se pose, basées sur les questions que tes lecteurs, tes auditeurs te posent en permanence. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un livre qui va vraiment parler à des gens sur leurs problèmes concrets du quotidien. Et je te remercie du coup d'avoir écrit. J'ai hâte de le lire. Est-ce que un dernier mot peut-être avant qu'on se quitte pour clore cette interview? Oui, j'aime conclure en disant que qui que nous soyons, quoi que nous ayons pu traverser, être soi-même et l'offrir aux autres, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire. Donc j'ai envie de dire à chacun, ne privez pas l'humanité de ce que vous êtes, parce que ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je crois que quand on se tient la main comme ça, les uns avec les autres, et qu'on grandit ensemble, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Écoute, c'est le meilleur mot possible pour la fin. Maud, je te remercie 1000 fois pour ton temps, pour ta générosité. Et j'espère à bientôt. Et belle continuation à toi. Merci infiniment pour ton travail.